Alors, tu as filmé une communauté qui est en marge de la société, qui a été rejetée par la société, et forcément, pour rentrer dans cette communauté, il faut être adoubé par cette communauté, et donc adoubé par les leaders. Là, tu es adoubé par Captain et Brandy. Alors, raconte-nous comment ça se passe, parce que on sait qu'en 2016, tu rencontres ce homeless qui ne vit pas dans la rue mais dans un tunnel. Ça te marque tellement que tu fais de cette enquête et ça. Et bien plus tard, tu rencontres Captain. Mais là, tu m'as appris tout à l'heure que Captain était retourné en prison. Donc Captain, c'est un type qui, quand tu filmes, sort de tôle. Donc forcément, il est super méfiant. Donc comment tu fais pour l'apprivoiser? En fait, Captain, c'est celui qu'on voit au tout début du film, qu'on suit de dos, qui arpente les tunnels avec nous, et qu'on revoit à la fin en fait en portrait avec sa copine. Captain, c'est quelqu'un qui a fait du trafic de drogue en grande partie dans sa vie, et qui vit dans les tunnels pour se cacher de la police. En réalité, c'est ça. Et donc nous, quand on est arrivé, Julien, viens ici. Viens. Julien Brossier, ingé son. Ce que je vais vous raconter là, en fait, Julien, on l'a vécu ensemble quand on a fait les repérages à Vegas. Et voilà, donc il aura sans doute des trucs à dire, un truc à dire. Hein. Et donc, en fait, le truc, c'est que quand on arrive dans les tunnels au début, on y va vraiment de façon très empirique. C'est-à-dire que moi, j'avais le fameux Mathieu au téléphone de temps en temps depuis le motel, en me disant, tu peux pas me dire où est la entrée du tunnel parce qu'elles sont pas visibles depuis la surface de Vegas. Il dit, bah écoute, essaye là. Et nous, avec Julien, on a dû faire, t'es d'accord, hein, tu te dis quand t'es pas d'accord, et on a dû faire à peu près 23-25 km par jour à pied pour trouver les entrées des tunnels qui ne sont pas visibles. Et donc on arrivait de façon très basique, hein, on arrive, on voit un tunnel, on rentre dedans, puis on marche des centaines de mètres, des kilomètres avec notre lampe torche, voilà, entre l'eau, les cafards, les camés, etc., Et puis on rencontre des gens, et puis de temps en temps on leur demande alors, voilà notre projet. Bon, déjà 2 Français dans les tunnels, on se fait vite repérer. Au bout de 2-3 semaines, tout le monde sait qu'il y a 2 Frenchies qui circulent en ce moment dans les tunnels et qui veulent faire un film. Alors plein de gens n'y croient pas, mais peu à peu ils se disent bah, tiens pourquoi pas. Donc tous les gens qu'on rencontre, enfin ceux qui sont encore un peu pas complètement stone, enfin qui sont capables on leur explique ce qu'on veut faire. Mais vraiment on leur ment absolument jamais, y compris même sur le format, la musique, le film, etc. Et donc parfois on se fait conduire. Parfois ça se passe pas très bien, parfois on se sont des drogués, on parle pas la même langue, parfois on entend des gens qui se shootent, alors c'est pas forcément évident, enfin plein de choses comme ça, donc ils nous menacent de loin avec des flingues, donc on se dit on est quand même téméraire, mais il y a quand même des limites. Et donc petit à petit on va rencontrer les gens, mais on attend de tomber là sur la personne qui va adhérer à notre projet. Et une des premières, ça a été Brandy. En fait, Brandy, qui est donc le personnage principal du film, qui a 48 ans du tournage du film. Et Brandy, on la découvre vers le sud de Manhattan, tout proche, pas très loin de l'aéroport McCarran. On rentre dans ce tunnel, l'accès était très compliqué parce qu'il y avait un rouge, une espèce de chemin de terre, etc. On rentre là-dedans, et si je dis pas de bêtises, c'est une des premières à nous accueillir, un peu méfiante au début. Mais... Je bouge la tête parce que je connais la venir. Ouais, voilà. Et donc, Brandy, voilà, au début, on lui a raconté notre histoire, ce qu'on voulait faire, et puis elle a dit, ouais, pourquoi pas, ils sont un peu méfiants quand même, évidemment, parce qu'ils sont plus bas de leur vie, avoir une caméra qui vient et tout. Et puis, voilà, elle nous a présenté une personne qui était là, puis on est parti, et puis normalement on est revenu. Et à chaque fois qu'on trouvait quelqu'un qui nous semblait intéressant et qui commence à nous faire confiance, on allait les voir tous les jours. Ce qui fait que vraiment on passait beaucoup de temps à les revoir, à passer des heures avec Brandy, avec toute la bande, pour qu'il y ait une relation de confiance sincère, parce que sans ça il n'y a pas de film. Et au début, dans l'aventure des repérages généraux, elle nous dit, Brandy, mais il y a quelqu'un à qui il faut que vous parliez, un peu le parrain du coin, parce qu'en fait les tunnels à Las Vegas, ils se désignent par les casinos. On dit qu'il y a les tunnels du César, les tunnels de Rio, les tunnels des différents casinos qui sont là. Et elle dit, nous, en fait, elle fait comprendre qu'il y a quelqu'un qui gère un peu les autorisations générales dans le tunnel, hein, le fameux Captain. Si on n'a pas vu, il n'y aura pas de film. Mais le Captain, il sait qu'on est là depuis 2 semaines, il se plante, il veut savoir. Et donc, un jour, on va, sans le parrain, quoi. Et un jour, on va avoir accès
à l'endroit où est Captain. Et Captain, je ne sais pas si tu t'en souviens, il habitait dans un égal phénoménal. Quand on arrive à trouver la planque de Captain, c'était dingue. Et Brandy nous y conduit. Alors on est comme des de courbés, en fauteuil roulant avec nos torches, et on débarque dans l'antre de Captain. Et là, c'est un peu Don Corleone. Ils sont canapés sous terre, et puis il nous reçoit. Et puis il dit: qu'est-ce que vous voulez faire? Très, je me souviens, mais pas bavard, beaucoup moins que moi. Donc c'était très laconique, une phrase, etc. Puis on nous en avait 3 fois, il dit: ok, vous je vous sens, ça va. Bon, ok. Et il nous dit: maintenant, faites ce que vous voulez. Et donc on comprend, parce qu'on a vu des films de Coppola, on connaît ce genre de trucs aussi, non, ça marche à peu près comme ça. Donc si Captain nous donne l'autorisation, c'est banco. Et à partir de là, dans ce tunnel-là, on a pu rencontrer qui on voulait. Et je me souviens d'ailleurs une fois, au moment du tournage, il y a eu des moments un peu chauds. Au tout début du film, tout ça, le drogué qui sort d'un tunnel, on arrive avec notre matériel, et il y a un type fou, un peu blond et bourriffé, qui sort, et qui vient vers moi, très menaçant, et qui dit: je te reconnais, t'as publié des saloperies sur nous sur YouTube. Je dis: écoute, tu vas tomber, je vais passer sur YouTube, ça va passer pas. Non, j'en suis sûr, tu te souviens, ça de le convaincre, etc. Et là, je vais voir Captain qui était avec nous. J'aurais bien parlé, je vais voir Captain qui était avec nous, et je lui dis à Captain: écoute, ce type-là, je le connais pas, il est convaincu, donc il veut faire la peau parce qu'il pense qu'on a filmé sur YouTube. Il dit: attends, je vais voir. Le mec, donc Captain va le voir, il se met dans un coin du tunnel. 2 minutes après, le type sort en disant: je suis vraiment désolé, toutes mes excuses, etc. Donc j'ai compris en fait que Captain était vraiment le type qui était important pour nous. Et puis après, on a filmé dans plusieurs endroits des tunnels, mais tout a été au début avec eux vraiment une question de confiance, voilà, tout simplement. Et aussi un micro. Religieusement. Moi, je parle alors. Ouais, j'étais pas que garde du corps, apparemment. Donc, dire. Non, je pense aussi, c'est. Je sais dire des trucs, mais. Non, lance-toi. C'était surtout déjà, premièrement, faire comprendre que c'était pas quelque chose pour YouTube, etc. Parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui viennent filmer, et ils veulent tout de suite faire un truc un peu sensationnel, etc. Donc en fait, au bout d'un moment, ils ne veulent plus d'image. Et donc c'est là où j'ai appris que aux États-Unis, il n'y a pas le cinéma, il faut dire théâtre derrière. This is for cinema theater. Sinon, ils ne comprennent pas bien. Voilà. Donc à partir du moment où c'était le théâtre, comme il y a quand même une certaine appétence naturelle pour l'image et pour le cinéma aux États-Unis, il m'a semblé, c'est qu'au bout d'un moment, ils s'intéressent quand même à des projets, à des cinémas. Et comme vous l'avez sans doute remarqué, la plupart de ceux qui sont dans le film, en fait, ils jouent naturellement comme des acteurs. C'est-à-dire qu'en fait, ils aiment l'image, c'est un peu dans leur sang, ils ne réfléchissent pas vraiment à ce qu'ils font. Mais quand on filme, il y a plein de plans, on se dit: mais c'est quand même extraordinaire. Donc en fait, il y a quand même ce goût pour l'image qui fait qu'au bout d'un moment, si on parle cinéma, il y a quelque chose qui les intéresse. Même s'ils n'ont rien, ils aiment quand même ça. Voilà, c'est un peu ce que j'ai ressenti. Après, c'est vrai qu'il y avait des tunnels qui étaient plus hostiles que d'autres. Et qu'on aime bien marcher, quoi. Ça, je m'en rappelle, j'avais quand même un peu mal au pied le soir. C'est que du béton par terre, donc c'est vrai qu'au bout de 25 km par jour. Combien de temps de repérage? En fait, on est resté 1 mois et on descendait tous les jours. Et donc, le problème, c'est qu'au début, on a arpenté les tunnels, on ne sait pas d'abord. Parce que moi, je m'étais adressé à la mairie de Las Vegas pour avoir le cadastre. Et ils ne veulent pas te donner. Ils ne veulent pas qu'on sache, ils ne veulent pas qu'il y ait de plan. Parce que l'idée, comme le dit Brandy en anglais, c'est qu'ils soient invisibles. Tant que les touristes continuent à boire leur soda et à dépenser leur fric dans les casinos, tout va bien. Il ne faut pas que les honnêtes soient visibles. Et donc, l'idée que nous, on va faire un film mettant en lumière, en tout cas consacré à ces gens-là, jamais ils ont voulu me donner le plan du tunnel. Donc, même les flics, qui n'y mettent pas les pieds, ou les ambulanciers, personne n'a le plan des tunnels. Donc, il n'y a pas de solution que de les arpenter et que d'être avec des gens des tunnels qui nous donnent les clés. Parce que tous les tunnels sont évidemment tous différents. Certains font 2 mètres de haut, d'autres 1,20 m. Il y a des tunnels qui craignent, mais nous, quand on arrive là-dedans, on est dans un embranchement, au bout d'1 kilomètre sous terre, on voit 3-4 tunnels, on ne sait pas où aller. Et eux, ils ont des codes. Ils savent qu'à tel endroit, là, il y a un type qui attend avec un flingue, assez safe. Et pourtant, il y a 2 mètres d'écart entre les 2 tunnels. C'est pour ça que en fait, nos meilleurs gardes du corps, par rapport à ce que disait Julien, en fait, c'était les gens des tunnels eux-mêmes. C'est eux. Parce qu'au début, Alexandre lui dit peut-être prendre un garde du corps qui vous accompagne, etc. Ça aurait été complètement contre-productif. Donc au contraire, il fallait que ce soit des gens des tunnels, en fait, qui eux connaissent ça par cœur, qui connaissent tous les codes
Parce que Captain, pour donner cet exemple, nous on arrivait, il y a plein de choses qu'on ne comprenait pas au sol. Parce que comme c'est un peu la loi de la jungle, c'est Mars qu'on est dessous. Il y a des trucs qu'on ne comprenait pas, on voyait souvent des trucs brûlés. On se disait pourquoi il y a autant de trucs qui sont brûlés là. On voyait des traces par exemple, marronnasses sur les murs, des choses comme ça. Et en fait tout ça, on a le lien, c'est un peu comme une espèce de wilderness un peu bizarre. C'est qu'en fait, quand si Captain par exemple, parrain d'un tunnel, dit toi tu n'as pas le droit de rester, pour plein de raisons différentes, si le type ne part pas, il lui crame son backpack. Le backpack, c'est ce qu'il a toujours déjà avec lui, avec son argent, un peu sa drogue, et son ID, etc. Donc tout, en fait, les trucs cramés, c'est des gens qui n'avaient pas voulu partir, donc on les fait partir. Et les traces de marron qu'on voyait nous, parce que l'odeur était quand même pestilentielle, finalement, c'est pas la peine de le préciser. Et donc, en fait, c'est comme il n'y a pas de toilettes en fait, dans les tunnels, où ils n'ont pas le temps de sortir, et puis il n'y a pas de toilettes publiques aux États-Unis, ça veut rien dire, on est à Las Vegas, on n'en a pas. Donc en fait, ils chient sur les murs. Et en fait, apparemment, c'est pour marquer leur territoire, ou pour dire à certains d'autres, non, vous n'allez pas rentrer là, ça c'est chez nous. C'est plein de choses comme ça, c'est comme ils ont un sixième sens qui m'a toujours frappé. Voilà, la capacité qu'ils ont avec la démarche en fait, à repérer qui arrive au loin. Parce que moi je suis absolument incapable de le faire. Mais comme ils sont dans un environnement qui est menaçant en permanence, tout peut toujours arriver de derrière ou de devant. Ils ont quand même un rapport hyper sensible en fait, à leur environnement. Wow. Comme on vous l'a dit en introduction, on a un débat de 3 quarts d'heure. À l'issue du débat, notre ami Marc a plein de cadeaux à vous distribuer, parce qu'il y avait un petit concours, des cartes, etc. Donc, on a peu de temps. Donc, si vous avez des questions, des commentaires, des réactions, vraiment, c'est maintenant. Moi, j'avais juste en fait envie de vous dire que j'avais pas été marqué par un film documentaire depuis le film qui a été fait sur un chanteur il y a une quinzaine d'années qui a eu un Oscar avec une pochette orange. Sugarman. Ah oui, Un Sugarman. Comment on dit ? Sugarman. Voilà, j'ai pas été, merci, j'ai pas été aussi bouleversé par un film documentaire depuis celui-ci. Il y a beaucoup de références dans ce film qui me font penser à Nicole. C'est peut-être pas voulu, hein, mais attention à ce que vous allez dire, parce que c'est souvent touchy ce moment-là. à l'image. Non, mais alors, Je sortais un petit peu des textes, et puis là, il faut que je rame derrière pour vous expliquer. je me demandais si en fait le titre de Neon People n'était pas une référence à un Neon film de Nicolas Winding Refn. Le film le film était pas bon, mais non, c'est pas ça. Non. C'est quoi votre question? Et j'ai l'impression en fait que vous faites de très bons documentaires, mais vous seriez excellent aussi pour faire des longs métrages, des films de fiction. C'était un long métrage. Et pardon? C'est un long métrage. Oui, pardon, je veux dire des films de fiction, pas un film documentaire. Et est-ce que vous avez déjà pensé, ou est-ce que vous avez déjà été approché par monsieur, pour faire des films avec des vrais acteurs, même si je trouve, comme ce que disait votre ingénieur du son, qui sont excellents, on dirait des comédiens. Est-ce que vous avez des projets de faire un film classique, non documentaire? Alors, il y a 3 choses dans ce que vous dites. D'abord, merci pour ce que vous venez de dire. J'ai des conseils, mais non, mais ça va. Et il y a 3 choses. La première, oui, film de fiction, oui. On verra comment ça se passe. C'est une autre paire de manches parce qu'un film de fiction, c'est un autre budget, il y a un temps, etc. Mais oui. Deuxième réponse, vous parlez de la fiction documentaire. Pour être tout à fait honnête, moi je ne crois pas beaucoup à la différence entre la fiction et le documentaire. Hein. Et moi c'est ça qui m'intéresse dans Neon People, un peu dans les précédents, c'est quelque chose que j'espère un peu développer, c'est de totalement en fait brouiller la frontière entre le documentaire et la fiction. Mais fondamentalement je n'y crois pas en réalité. Dans ce film-là, il y a 4 séquences qui vous dit à un moment, oui, je suis dans un film documentaire, des procédés documentaires. Il y a quelqu'un qui regarde à côté de la caméra, qui s'exprime tout seul, etc. Donc ce ne sont pas des fous. Donc on se doute qu'il y a quelqu'un comme moi qui est derrière. Donc ça, c'est des procédés documentaires. Mais vous enlevez ces 4 séquences-là, moi, ce qui m'intéressait aussi bien en termes de filmage et d'écriture, que de se dire, on est peut-être face à des gens qui jouent
ces gens-là, avec un début, un milieu, une fin. La fin, c'est la fille qui vient voir au brandy, qui lui dit en gros, t'es gentil, je te crois, mais tu t'en sortiras pas. Et dernier plan sur la petite gamine qui dort, et peut-être qu'elle a rêvé tout ce cauchemar. Voilà. Donc ça pourrait être un film de fiction avec ce qu'on appelle des vrais acteurs. Donc voilà, la différence pour moi, elle n'est pas très valide, pas très intéressante. En tout cas, nous, on ne s'est jamais posé ça quand on est allé tourner. On s'est dit, j'aurais tourné un film de fiction, on tournait dans les mêmes conditions, au fond, avec le même matériel, la même grammaire, etc. Alors, ce que vous dites, enfin, des acteurs, ça m'intéresse parce que nous, enfin, tu diras si Julien, peut-être tes questions, tu auras des peu, mais quand même, nous, ce qui nous a beaucoup intéressé au moment du tournage, c'est qu'en fait, on avait des combos. Les combos, c'est des espèces de petits moniteurs vidéo qui fait qu'on a un retour constant, permanent, et on montrait très souvent aux gens qu'on filmait juste après le plan, pour qu'ils prennent la mesure entre l'écart dont parlait Julien, entre une vidéo de merde de YouTube et puis ce que c'est qu'un plan de cinéma. Donc on leur montrait en permanence ça. Et moi, au moment de, à la fois le soir, quand on voyait les rushs et au moment du montage, je passais mon temps à être fasciné par ces gens-là, en me disant, mais ces gens-là, ils ont des gueules qui ont, de mon point de vue, une présence qui est tellement supérieure aux 4/5 des acteurs que je vois sur les écrans de cinéma en France. C'est que quand vous me dites aujourd'hui, vous aurez des vrais acteurs, je sais bien que c'est pas du tout dans votre esprit négatif, mais moi je rêve en fait de faire un film de fiction avec ces gens-là. Ça, c'est des acteurs pour moi, vous voyez, parce qu'ils portent sur leur gueule, leur passé, ce qu'ils ont vécu, et la caméra les adore. Il y a une présence. Il y a une profondeur, je ne citerai pas de nom pour choquer personne, mais il y a plein d'acteurs qui ont un peu des charismes de Gastéropos, c'est transparent, c'est des acteurs. Alors, dans leur... Eux, non. On sent que, et la tête de Brandy par exemple, qui est fascinante, hein, mais toutes sont comme ça, je me suis dit, il y a là, j'avais le sentiment de retrouver presque ce que j'attends moi, de façon inconsciente, de ce qu'est un acteur de cinéma. Donc, moi j'adorerais, ça serait très compliqué, mais en fait, faire un film de fiction avec un scénario, et puis donner, il y a une vieille tradition, ça, l'acteur non professionnel. Hein. Je pense à un film qui est sorti il y a quelques mois, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Le Royaume de Julien Colonna, qui est un film absolument formidable, mais qui est formidable en grande partie. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a aucun acteur professionnel dedans. Mais par contre, ils sont tous géniaux. C'était l'ambition du Dumont au départ. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais c'est une école, ça. Alors c'est très compliqué, on va pas lancer un débat là-dessus. Mais en tout cas, du point de vue j'ai envie de dire, de celui qui met en scène, qui aime pas les visages, de la puissance de ces visages-là à l'écran. Moi, je sais que c'est un truc qui nous sautait aux yeux tous les jours, et même pendant les 6 ou 7 mois de montage, je me suis dit, mais ces gueules, c'est dingue, indépendamment du fait que je les connaissais ou pas, vous voyez ce que je veux dire. Donc, et ça, je pense que c'est parce que, quand vous les regardez, dans les yeux, c'est des gens qui ont vécu des choses. Et c'est comme ça. Alors, ils ont vécu des trucs terribles, mais la puissance d'un acteur, on peut le griller, on peut faire tout ce qu'on veut. Et à un moment donné, c'était ce qu'étaient les acteurs jusque dans les années 70, hein, il y en a eu beaucoup comme ça. Le côté génial des acteurs des années 70, c'est que pour beaucoup d'entre eux, je pense à un qui est mort il n'y a pas longtemps, qui est Gene Hackman, avant de faire des films, il avait fait autre chose dans la vie, quoi. Et ça compte. Et aujourd'hui, on est une génération spontanée d'acteurs qui n'ont pas vécu grand-chose. Et je trouve que quand d'un seul coup, on tombe sur des vrais gens, avec plein de guillemets, il y a une puissance formelle qui se dégage que je trouve incroyable. Voilà. Bonsoir. Je voulais savoir si vous avez eu l'occasion de montrer le film aux protagonistes du film, justement, et qu'est-ce qu'ils en ont pensé, s'ils l'ont vu, et plus largement, est-ce que le film va être montré aux États-Unis ? Alors, montrer aux États-Unis, ça va sans doute un jour atterrir comme un acteur américain sur une plateforme. Le montrer aux États-Unis, à part, il a été montré dans des festivals américains. Maintenant, être dans une salle aux États-Unis aujourd'hui, il n'y a pas Marvel, il n'y a pas beaucoup de films dans les salles. Donc c'est de la plateforme essentiellement. Est-ce que je leur ai montré ? Oui, bien sûr, c'était même la première chose qui nous importait quand on a fait des films. C'était pas tant de montrer à des gens de festivals ou des critiques, super, on s'en foutait un peu. Par contre, c'est qu'est-ce que les gens des tunnels en pensaient. Donc en fait, moi je suis allé retourner les voir à Vegas. Et puis au début, moi j'avais le fantasme, pour être tout à fait honnête, de faire une projo. Alors moi, dans le cinéma, c'était pas possible, mais dans les tunnels, et de dresser une sorte de grand drap comme ça. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien du tout. Donc en fait, ils ont mis des iPads et je leur ai envoyé les liens. Moi, je suis allé les voir, et donc ils ont vu le film pendant 3-4 jours d'affilée. Et pour moi, c'était très important. Enfin, cette idée, si les gens des tunnels, Brandy, Scott et la bande, vous avez dit non, franchement, c'est une catastrophe. On aurait été déprimé, peut-être pas toi. Mais moi, j'aurais été vraiment déprimé. Et en fait, non. Et ce qui est assez drôle d'ailleurs, parce que
faut bien comprendre que beaucoup de ces gens-là ne disent pas à leurs amis ou à leur famille ce qu'ils vivent réellement. La plupart mentent. Donc non, tout va bien, moi je suis dans un hôtel, je vais dans un fast-food, dans un diner, je travaille dans un casino, etc. Et en fait, certains d'entre eux en fait, se sont servis en fait, du film pour envoyer ça à leur famille, à qui ils mentaient depuis 10 ou 12 ans, en disant bah, je mens, voilà, la vie c'est pas ça depuis 12 ans, la vie c'est ça. Et donc ils ont envoyé le film, et c'est comme ça qu'ils se sont servis du film comme une sorte de lettre, ou missive, si vous voulez, pour leur dire la vérité. Donc ça, je pense qu'ils ils ont bien aimé, ils étaient très contents, après c'est surprenant pour eux aussi. Évidemment, c'est même pour Brandy, ils sont tous sur des affiches, ils ont parfois accès aux réseaux sociaux, ils voient bien que le film est montré. Donc, quand le film a été présenté à La Rochelle, dans la salle, il y a parfois des suites dans les salles, mais là, il y en avait 2 à La Rochelle. Et donc, quelques mois plus tard, moi je vais les voir à Vegas, il dit Jean-Baptiste, il y a les 2 Suisses là, qui cherchent mon mec. Je lui dis, mais je ne sais rien, je suis pas rentré dans l'Europe. Et ouais, mais quand même, ils ont vu ton film. Et ils m'ont dit La Rochelle, enfin, j'ai compris que c'était La Rochelle. Et en fait, ces 2 spectateurs-là de La Rochelle, ils devaient passer par Vegas sans doute, ils se sont dit on va aller voir les gens des tunnels du film. Et une des grandes, un des points très importants pour nous, c'était jamais dans le montage de donner l'adresse des gens. C'est-à-dire qu'on a plein de plans, on peut vous dire exactement où ils sont dans Vegas, et ça, ils ont plutôt apprécié. En fait, les gens des tunnels, on ne donne pas un moyen, une fois qu'un film est diffusé, on ne maîtrise plus tout ça, c'est évidemment sa circulation, on ne donne pas un moyen d'aller les retrouver, qu'on a filmé comme des bêtes de foire, quoi, si vous voulez. Ça fait penser en fait au documentaire. Attends, je reviens avec un micro. Je ne sais pas si vous avez vu ce documentaire dont le nom m'échappe sur les gens qui disparaissent au Japon. Ah oui, j'ai entendu parler, mais je l'ai pas vu. Et en fait, votre film fait un petit peu écho, je trouve, à ça, et surtout ce que vous venez de dire sur le fait qu'il y ait certaines personnes qui restent en contact avec leur famille, mais qui mentent complètement sur leur vie. Et c'est un phénomène quand même très étonnant. Bien sûr. Non, parce qu'en fait, il y a une chose à dire, c'est que au début, nous, quand on arrive, on a tout notre imaginaire qui est, et c'est tout à fait normal, envahi par des images des gens qui vivent sous terre. Je veux dire ça, que ce soit dans les comics, la BD, les films, voilà, des gens albinos, monstrueux, les monstres, les zombies. Quoi. Et c'est pour ça que l'idée du film, c'était de commencer presque avec cette espèce de cliché, d'adopter cette espèce de lieu commun ou préjugé qu'on a dans la tête sur qu'on vit sous terre, c'est quand même, il y a un problème. Voilà. Et puis l'inverser, qu'à la fin, les gens du street comme nous, ce soient les vrais monstres du film. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que quand on se balade en fait, avec eux, quand on commence à les connaître, évidemment, il faut bien comprendre que ce sont des gens comme, pour la plupart, pas tous bien sûr, mais comme vous et moi. C'est des gens qui ont, pour certains d'entre eux, chuté, c'est le cas de Scott, il est le roi du pétrole avec sa copine Hachet au casino, il est chief security du Bellagio, tout se passe très bien pour lui, il a oublié de prendre une assurance santé. Il sort d'un resto un jour, accident, et en quelques semaines, ça c'est les États-Unis, il chute et il retourne dans des tunnels. Donc comme il le dit, on monte très vite et on descend très vite. Et ça, en fait, c'est ça qui était aussi intéressant en allant les voir, c'était d'aller chercher non pas le côté un peu exotique, un peu étrange de ces gens-là, mais plutôt d'aller trouver les mêmes. En fait, c'est des gens qui ont des convictions, parfois étranges ou surprenantes. Hein. Mais c'était vraiment l'idée, en fait, en réalité, c'était de commencer à partir du cliché. De toute façon, on a tous vu des films de zombies ou, je sais pas, lu Les Uns Noirs de Jules Verne ou des machins comme ça. Et puis on se rend compte finalement, est-ce qu'à la fin, il y a un plan de casino qui est piqué, je ne sais pas si vous l'avez repéré, Scorsese, est-ce que cette masse de zombies au ralenti, un peu fatigue des sodas, est-ce que c'est pas eux les monstres? Vous voyez ce que je veux dire? Et donc le film doit effectuer, d'un point de vue, je dirais, esthétique, ce trajet-là. Ça, c'est très important. C'est ce qu'on a ressenti. C'est vrai? Vous avez gagné, je sais pas, un petit truc, un petit peu. Bravo. Oui, j'arrive avec le mot. Alors, madame et monsieur. Moi, c'est pas vraiment une question, mais c'est pour vous remercier du film et aussi du son parce que c'était très appréciable. Non, mais c'est vrai, on entendait toutes les impressions sonores du tunnel et les bruits, et c'est ce qui permettait de se rendre compte aussi de leurs conditions de vie. Donc, alors en plus, le son de la salle est très bien. Donc Vous êtes voilà. dans une salle qui a reçu
le label. Oui, j'ai vu le diplôme. Il l'a pris dans les oreilles tout à l'heure, ton CSP. Très bien, c'est très agréable. Et de toute façon, les images, alors il se trouve que je suis aussi allée à Las Vegas, j'ai pas osé arpenter les tunnels dont je savais qu'ils existaient. Ah ouais. Ouais, je sais pas pourquoi, mais je le savais. Enfin, c'est hyper choquant le contraste de toute façon à Las Vegas. Enfin, c'est choquant partout aux États-Unis, mais c'est particulièrement choquant à Las Vegas, je trouve. Les images, l'espèce de boulimie d'images que vous avez mise à un moment donné dans une séquence. Et le moment où il y a le pont là, qui passe par-dessus. Enfin, je me souviens m'être arrêtée pile à cet endroit. Et où en fait il y a le mélange à la fois des homeless et qu'on voit en fait. Et naturellement, on a cette impression que les zombies, c'est pas vraiment les homeless, mais les gens qui sont là, qui passent de tunnel à tunnel, mais cette fois-ci dans les hôtels, puisque c'est le même système. Et donc j'ai trouvé que le film était captait particulièrement bien le choc que sont les États-Unis et Las Vegas en particulier. Et puis vos images sont très belles. Et ça m'a fait penser aussi à Invasion Los Angeles pour Ah, ça c'est une bonne référence. Mais j'y ai pensé très souvent, en tout cas dans le rapport avec les zombies qui sont ceux qui voient ou pas. Donc, voilà. Ouais, merci. C'est dommage que je n'avais pas tombé au moment où vous seriez dans le film, sur le pont. Bah, je me suis demandé si c'était pas le même moment, mais c'était quand Ouais. C'était quand On était en avril, mai 2023. Non, c'était juillet 2024, mais non, c'était pas. Ah ouais, trop tard. Donc je me suis demandé si j'avais vu, je sais plus comment il s'appelle, mais le jeune homme qui fait la manche sur le. Scott. Ouais. Ouais, c'est fort possible. Hein. Non, c'est possible. C'est fort possible. Et non, mais en fait, donc le côté Carpenter, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur le côté documentaire fiction, c'est que moi, par exemple, au moment de faire le film, j'ai pas revu une seule fois un film documentaire, pour être tout à fait honnête. Mais évidemment que des films de fiction, et quand on allait voir les financiers, enfin les gens qui donnent de l'argent, on ne peut pas leur faire des discours trop longs, ils saturent, ils s'endorment, on va faire lire des trucs. Donc l'idée c'était plutôt c'est quoi le bon slogan. Et on s'amusait à leur dire ça va être un film de Frédéric Wiseman filmé par John Carpenter. Ça veut évidemment tout et rien dire. C'était ça l'idée en fait. Et Carpenter, oui, je vois ce que vous voulez dire. Voilà. Disons que. C'est pas les mêmes images. Non, mais c'est pas, j'ai pas mal pris. Hein. Ce que je veux juste dire, c'est que, effectivement, le côté Zélive, le côté Escape from New York, etc. Mais je pense que, pour moi, la leçon de Carpenter, disons, s'il y a une leçon à tirer quand on fait des films, indépendamment du festival, on aime bien, ce qui est jamais super intéressant, c'est de se dire que si on regarde des films de Carpenter, on voit que c'est quelqu'un qui, d'abord, le cinémascope, extrêmement important, évidemment. En plus là, qui était un format qui était contre-intuitif par rapport au format des tunnels. Donc perdre les gens, travailler un maximum sur les zones sombres, voire noires, etc. Ça c'était très important. Dans tous les plans, ils étaient noirs d'abord, et on s'est mis à les éclairer. Et en fait, Carpenter, c'est ça, c'est quelqu'un qui travaille, qui prend un plan, et qui se dit pas qu'est-ce que je vais rajouter dans chacun des plans. Il y a des cinéastes comme ça. C'est quelqu'un qui dit qu'est-ce que je vais retirer pour arriver à l'os du plan. Et je pense que c'est deux stratégies, aussi bien en termes de mise en scène qu'en termes d'éclairage, qui sont totalement différentes. Il y a des cinéastes de l'empilement, on pourrait dire de l'addition, puis des cinéastes de la soustraction. Et Carpenter, c'est la ligne pure, c'est la ligne claire, c'est l'épure absolue qu'on voit un film de Carpenter. À aucun moment on se dit que la caméra aurait pu être à 1 cm à gauche. Le plan, c'est exactement ça, y compris en termes d'éléments, de dynamique, etc. Et nous, je pense que c'est beaucoup comme ça, le côté carpenterien, qui me fait très plaisir, mais qu'on a travaillé, c'est vraiment ça. La ligne claire en permanence, et de se dire, on part à peu près toujours du noir, et là-dedans, qu'est-ce qu'on va éclairer? Et pas se dire, on parle de quelque chose qui est foisonnant, etc., et qu'est-ce qu'on retire? Donc et ça permet d'atteindre, en fait, à une forme qui est très beau chez Carpenter, c'est la dimension mythologique de tous ces personnages. Et nous, on avait quand même envie de donner une dimension mythologique à ces gens-là. Vous voyez, ils sont eux-mêmes, ils sont tous les autres en même temps. Et ça, il fallait leur donner un écrin carpenterien, ou un écrin manien, ou une Refn, ou voilà, un écrin quoi. Et donc, parce qu'on a très bien pu se dire, on va filmer une vie qui est un peu misérable, qui est très pauvre, etc. Le premier réflexe, c'est de se dire, on parle d'une caméra vidéo, je sais pas, une Panasonic, c'est 300 merde, et on y va, images dégueulasses sur des gens dégueulasses.
qui est immonde moralement. Donc on s'est dit, on va prendre complètement le contre-pied de ça, et on va faire un film en cinémascope, comme si c'était des mythes vivants, sur une forme, on va dire, de réalité qui est un peu triste ou un peu sordide. Voilà. Est-ce que ça existe un film naturaliste de Carpenter? Vous voyez, enfin, c'est une question que je lance comme ça. Et c'est la question qu'on se posait, nous. Est-ce que c'est possible, en fait? Alors, monsieur a une question, et ensuite, monsieur, vous, au troisième rang. Oui, vous. Il y a un numéro, c'est comme la sécu. Bonsoir. Merci beaucoup pour ce film assez impressionnant et qui va marquer, je pense, un bon moment. Alors, j'avais deux questions. La première est peut-être plus simple que la deuxième. La première, donc ça consiste la lumière bleue, l'éclairage, le film. Est-ce que c'était un choix voulu? Est-ce que c'était plus technique ou artistique Et la deuxième, ça serait par rapport au montage. Vous avez dit que vous avez passé 6 mois de montage, je crois à peu près. Sur un film d'à peu près 2 heures, je voudrais bien savoir le nombre d'heures de rush que vous avez eu par curiosité et comment vous avez consisté. J'ai trouvé la dernière demi-heure assez incroyable dans la construction, à partir du moment où il y a tous les extraits d'images, le plan de Scorsese justement. J'ai trouvé que la dernière demi-heure faisait vraiment un film de fiction complètement écrit. Et que les 3 quarts précédents étaient plus, on va dire, fluides, vraiment découverts de personnages, d'univers, pour ensuite vraiment dans la fin leur raconter voilà, leur vie, leurs rêves aussi, quand ils vont au casino jouer, vraiment quelque chose de très écrit, vraiment de fiction. Oui. Il y a plein de trucs dans ce que vous dites. Tu compléteras. Je commence et tu complètes. Sois attentif. Non, en fait, je pense que... Alors, la question des couleurs, pour commencer tout de suite, vous imaginez bien que tout est faux. Dans les tunnels, on ne passe pas de l'orange au bleu. Enfin, je n'ai pas fait les bons tunnels. Mais bon, le tunnel, c'est rien. Comme disait Julien, c'est du béton, c'est noir. Et les lampes torches, elles sont blanches d'un blanc dégueulasse. Donc nous, on avait quelques références à 40 heures, et on s'était mis d'accord avec Julien et Colin, avec le chef-op. En fait, il faut beaucoup préparer avant, parce que comme on s'immerge là-dedans, comme il faut qu'on soit invisible, il faut qu'on soit ultra réactif en termes de fabrication du blanc. On peut pas arriver en disant, attendez, avant de te doper, tu peux pas, je mets mon arc pour poser la canne et le trépied, etc. Donc il fallait qu'on ait ultra préparé ça, et on avait entretenu des codes couleurs. Donc on avait notre bleu électrique, qui est le bleu dont vous parlez. Et en fait, l'idée, c'est que tu avais des codes couleurs différents, et que le bleu, qui est le bleu du personnage principal, qui est brandi, c'est la couleur du foyer, qui a un film avec Michael Mann, c'est de quoi je parle. Donc l'idée du bleu, c'est vraiment ça. C'est qu'on avait vraiment cette idée qu'on allait intégralement fabriquer les couleurs dans le film, mais pour atteindre une forme, pour le coup d'émotion. Il n'y a rien de réaliste là-dedans. Ce qui compte, c'est ça, c'est qu'on ressent quelque chose. Donc nous, on avait en tête des exemples. Alors au début, il y a tous les plans qu'on appelait entre nous les plans Storaro. Storaro, c'est le chef-op des films de Bertolucci, par exemple. Donc on disait ça, c'est Storaro. Et tout de suite, on savait qu'on allait mettre des éléments à tel endroit, de telle couleur pour produire ça. Mais toujours en laissant beaucoup plus à l'intérieur de zones noires que de zones illuminées ou éclairées. Ça, c'était très important. Après, donc tout est faux, mais vous savez très bien que tout l'intérêt du film documentaire, c'est que c'est par le faux qu'on fabrique de la vérité. Les gens qui pensent évidemment, comme une caméra, on a du vrai. Ouais. L'autre chose, c'est la question des rushs. Donc on est revenu, on avait 45 heures de rush. Non, mais c'est pas mal. Vous faites mal, mais c'est pas mal. Parce que les précédents, j'en avais beaucoup plus, et c'est vrai que c'est un cauchemar. Et là, on a plutôt, me semble-t-il, été efficace. Alors le problème, c'est que les 45 heures de rush, j'avais relativement peu acheté, mais c'était un peu ça l'idée d'essayer de travailler plutôt à l'économie, parce que quand vous travaillez avec évidemment des caméras numériques, comme ça ne coûte rien, on a une tendance à beaucoup filmer, ce qui est très mauvais. En fait, mais il faut faire des films pour l'apprendre. On court, on y va, on essaye, et puis ça tourne à n'en plus finir. Et là, c'est vrai qu'on c'était à cause des conditions, à cause d'une matière un peu inflammable, qu'on avait, un peu volatile, qu'on avait en face de nous, ces gens-là, on ne pouvait pas comme ça tourner à n'en plus finir. Et donc l'idée, c'était de beaucoup plus travailler comme ça certains plans, d'où le fait qu'on a moins de rush en réalité, parce qu'on se rend compte très souvent qu'on court avec une caméra numérique.
on va faire 10 plans autour d'un plan qu'on ne trouve pas, en pensant qu'au montage, ces 10 et 7 plans vont faire le plan, ce qui ne marche jamais. Le plan, il est là ou il n'est pas là, c'est tout. Et donc nous, on a vachement travaillé là pour le coup là-dessus. Moi, c'était de faire les plans de la manière les plus précis possibles, et les plus aussi invisibles, parce que notre idée, c'est qu'au bout de quelques jours, semaines avec eux, il ne fallait pas qu'on soit là de certaine manière. La dernière chose, c'est par rapport à l'écriture. Oui, bien sûr, c'est qu'à partir des rushs qu'on récupère, on peut faire plein de films différents. Aller vers quelque chose de documentaire, vers quelque chose qui n'avance pas, vers quelque chose de très écrit. Et là, il y avait quelques arcs, si vous voulez, notamment le personnage de Brandy qui devient à un moment donné le personnage principal et qui doit aller vers la rencontre avec sa fille. Et puis, sa toute petite fille. Vous citez la séquence du casino, ça c'est quelque chose qui n'est pas écrit, mais qui est, on pourrait presque dire, un peu provoqué. Brandy nous disait, on en parlait très souvent, parce que souvent les gens des tunnels, il y a même des gens qui sont ruinés, gagnent de l'argent, puis dès qu'ils ont 15 $, ils vont dans le casino. Tout ça nous semblait fou, on dit, mais t'es ruiné, t'as pas d'argent, tu vas remettre 15 $ dans la machine. Bon. Mais ça, c'est l'addiction des joueurs, et puis le côté, on pourra toujours gagner. L'espoir, ça fait vraiment vivre. Ouais, bien sûr. Et il faut respecter ça, et voilà. Et donc plusieurs fois, j'en parle à Brandy, je lui dis, mais bon, vous allez jouer au casino, oui. Et un jour, je lui dis, mais c'est quand là, vous allez jouer, la prochaine fois que vous partez jouer, elle me dit, oh, je sais pas, peut-être dans 2-3 semaines. Et elle me regarde et elle comprend, elle avait compris, elle s'était mise à comprendre le film, elle dit, tu veux qu'on y aille plus vite? Je lui dis, ouais, ça serait quand même hyper cool. Donc, je crois même qu'on lui avait donné les $, si je dis pas de bêtises. Et 2 jours après, elle a dit, on y va. Mais dans cette séquence-là, qui vont être des séquences que je pense qu'on a préféré presque tourner, je ne sais. Donc c'est provoqué, je sais qu'elle va jouer au casino, c'est tout ce qu'on sait. Nous, il faut qu'on assure les arrières, et tout ce qu'elle fait, on le découvre en même temps que vous. Donc elle se met dans sa tente, bon, il va se passer un truc, on filme, on y va, et puis elle commence à se mettre du maquillage, tu t'en souviens, hein, et puis elle fout une espèce de police sur elle, atroce, un truc de raton laveur, c'est une perruque en fait. On lui dit pas, et puis elle se déguise, hein, et puis elle sort, et là on les suit, on est vraiment, c'est les vitellonites féminines, les drifters du film Cassavetes, on suit les bras cassés sur le trottoir et dans le bus, très gentiment il paye le bus, tu te souviens, ça, Preston qui tient le paye le bus, la promet, etc. Et quand on arrive, après tu diras $1, ça je suis regardé. Ah oui, c'est vrai. Et à la fin, on arrive dans le casino. Le problème, c'est que nous, on sait que, comme beaucoup d'Américaines, mais pas uniquement, l'espace public, en réalité, il est privatisé. À Vegas, vous ne sortez pas votre caméra. Tout le monde peut sortir ses iPhones, bien sûr, mais pas la caméra. Et donc, on savait que c'était impossible de tourner. Très compliqué de tourner dans du strip. Toute la séquence du strip que vous voyez sont que des plans volés. Hein, on avait des stratégies entre ne jamais regarder, se dispatcher, enfin bref, pour ne pas se faire choper par les gardes de sécurité. Et par contre, dans les casinos, c'est la seule séquence qui est filmée avec un iPhone. Customisé, pour être tout à fait honnête, mais on n'est pas rentré avec la cam dedans. Donc d'ailleurs, je pense qu'objectivement, à l'image, on dépile les tableaux de tout ce qu'on veut, on sent que la texture d'image n'est pas exactement la même. Mais on n'avait pas d'autre solution avec Brandy que de rentrer en fait, dans ce casino avec elle, tout simplement sans la caméra. Donc ça, vous voyez, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment écrit, mais en partie écrit, et tout était un peu comme ça. Et pour être tout à fait complet, je vais très très vite parce que l'histoire est très longue. C'est que pendant très longtemps, le film se terminait différemment. Il se terminait sur Brandy et Scott, en fait, qu'on découvrait un matin, rentrer en voiture avec leur backpack, avec le chien Rollo, qui est un pitbull. Pas un fan d'habitants qui sympathise avec un pitbull. Et donc, ils prenaient la route. On prenait enfin la route dans le film, et ils allaient dans Death Valley, et précisément à Sand Dunes, qui est de Sand Dunes de Death Valley. Et là, ils marchaient dans les dunes, lever le soleil, ils disparaissaient à l'image, véritablement, au moment où le soleil se levait, qui était le moment où le film basculait complètement dans la fiction. Et dans les blancs cut, et là, on retrouvait Brandy qui avait sa clope, en fait, et des choses dans les tunnels. Référence à The Descent pour ceux qui l'ont vu. Et en fait, pendant très longtemps, avec Sébastien, le monteur, on a gardé ce montage-là. C'est formidable. Moi-même, je me souviens, aux gens des tunnels, on est parti à Death Valley tourner cette séquence-là. On leur dit ça va se terminer comme ça. Elvis Presley à la Trilogy à la fin, etc. Et au bout de 4 ans et demi de montage, 5 mois, on se dit avec Sébastien, il y a un problème dans cette séquence-là, c'est que effectivement le film bascule complètement dans la fiction, on ne sait plus où on est. Le problème, c'est que nous, tranquillement assis à Paris, on est en train de faire un cadeau au film qui n'aura pas été donné à eux dans le réel.
toi tu t'amuses avec ton montage, ils sont dans la fiction, des vallées, c'est très très beau, mais eux ils sont quand même toujours dans les tunnels. Donc moralement on s'est dit c'est pas possible cette fin-là. Donc on l'a dégagé et on a trouvé, finalement que je préfère peut-être, l'idée de la petite fille. Mais de cette séquence des vallées en fait de fiction, qu'on mettra en bonus en Blu-ray, de cette séquence de Death Valley, il reste un tout petit truc qui est le rêve. Je ne sais pas si vous l'avez un tout petit peu en tête, quand Brandy rêve et que le soleil s'éteint sur sa valise à elle, qui est évidemment le moment du départ impossible. La valise qui finalement est restée là. Donc il reste de cette séquence-là qui avait été écrite vraiment, et elle a tout bien avec Brandy et Scott qu'on avait emmené dans le désert. On leur avait dit maintenant, voilà ce que vous allez faire. C'est fini, on ne vous suit plus. Maintenant, vous prenez vos packs, vos packs, marchez sur le bord de la route, à 4h32, parce qu'à 4h53, le soleil se lève, vous faites ça, ils ont répété comme des acteurs. Et l'idée est séduisante, mais elle était probablement un peu dégueulasse. Et ça, on s'en est rendu compte en fait au moment du montage. Julien, il voulait dire un truc. Ce qui est dommage, c'est que le plan était quand même exceptionnel. Désolé, c'est-à-dire que les deux marchaient, on avait tout été calculé, que l'horaire de lever du soleil qui devait se lever derrière une montagne, et ok, go, allez-y, ils marchent, et juste quand ils vont arriver pour disparaître, le soleil qui arrive dans l'axe et tout. C'était quand même dingue, ça serait bien de mettre dans le bonus, parce que quand même, on s'est levé à 3h, on va aller faire ce plan. Monsieur. Oui, mais, merci pour ce film formidable. J'avais déjà vu des films sur les sewers de Vegas, mais celui-là est vraiment... enfin, il va beaucoup plus loin, évidemment. Et j'aime beaucoup le fait que le vernis craque. Hein, à un moment, Brandy au début est toujours en train de dire c'est super, ma vie est formidable et tout, puis finalement ça craque. J'étais assez décontenancé par votre parti pris esthétique en fait. Et vous y répondez très bien finalement, effectivement. Mais c'est étonnant parce que normalement on utilise ça pour la fiction, on prend de la distance, on ne fait pas un film naturaliste, etc. Et là, sur un sujet pareil, parce que quand on parle de gens qui vivent dans une misère terrible, enfin, vous avez vu probablement dans vos recherches les Invisible People, Mark Horvath, enfin, le drame des homeless aux États-Unis est considérable. Et donc c'est ce contre-pied que vous faites là, esthétique et moral du coup, mais enfin justement moral, m'impressionne beaucoup. Voilà. Merci, mais je vous dirais très honnêtement que ce contrepoint, ce contre-pied était en fait vraiment au départ du projet. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout, on ne s'est pas posé des questions comment est-ce qu'on va faire, c'était vraiment le scope, l'exigence, mais comme si on tournait en fait Escape from New York, si ce n'est que c'est pas Ctrl-C, c'est Brandy. Ça, c'était vraiment presque, parce qu'on en discutait avec la production, parce que effectivement, on a mis avec ça, avec les anamorphiques, enfin les objectifs scope, ça coûte plus cher, tout ça. Voilà, ça coûte plus cher. Mais ça, c'était une ligne rouge. Il y a des choses qu'on peut négocier quand on fait un film, de temps de tournage, de différentes choses, mais l'esthétique, niet. Donc ça, et ça, c'était dès le début. Et voilà, après, ça pouvait marcher ou pas. J'avais l'intime conviction que c'est ce qu'il fallait faire, en fait, en réalité. Maintenant, ça aurait pu échouer, attention. Vous me rassurez. Avec la lumière et tout ce travail, mais c'est très décontenançant. Oui, bien sûr, je comprends. Parce qu'on se dit, moralement, on magnifie, on va faire une très belle image de gens qui sont dans une misère totale. Ouais. C'est compliqué. Bien sûr. Oui, mais ça, vous avez raison, mais ça, c'est l'éternel de commun. Est-ce que les gens pauvres, ils ont le droit à la beauté? Voilà. Est-ce qu'ils ont le droit à l'esthétique? En fait, c'est ça le problème. Or, c'est pas l'esthétique qu'on leur donne, c'est la mythologie, c'est un statut. L'esthétique, c'est un moyen pour atteindre la mythologie. Vous comprenez ce que je veux dire? On n'est pas en train de dire qu'il faudra faire. C'est beau, on dit. Non. Alors, si on dit ça, c'est la pub, en fait. Autour des images. Nous, c'était pas ça l'idée. C'est qu'à un moment donné, pour leur conférer en fait un statut presque, quand je dis mythologique, c'est-à-dire universel. Brandy, elle vaut pour toutes les Brandy du monde qui existent. Ben, pour moi, peut-être que je me trompe pas, mais pour moi, c'est ça. Il n'y a pas. Et donc, moralement, autant je vous expliquais la question de la séquence de fin, il y a eu une sorte de battement un peu moral, autant moralement, et je peux être à cheval sur la question, comme beaucoup d'autres, j'avais un quart de seconde, j'ai eu le moindre doute qu'on était borderline. Vous voyez ce que je veux dire? Si je l'avais lu, je pense qu'on en aurait parlé et on ne l'aurait pas fait. Mais le côté. Le plan de rêve qui est très beau, c'est quand même quand elle conduit en bagnole, etc. Oui. Ben ça, c'est le reste des vallées, quoi. Avec sa clope et tout, oui.
Alors, on va prendre une dernière question et après Marco va revenir sur scène avec ses cadeaux. Oui, bonsoir. C'est pas vraiment une question. On a parlé beaucoup de films très impressionnants visuellement. Et on a parlé de Carpenter, de Michael Mann, de Refn. Alors moi, je prends aussi un risque. J'ai pensé à un autre réalisateur. Attention. Prenez votre temps. Je suis pas certain qu'il vous intéresse beaucoup, en plus. Mais j'ai pensé à David Lynch. Et il y a une séquence précise de Mulholland Drive qui est le surgissement, le plan très furtif derrière le diner, le cauchemar que fait l'un des protagonistes du film. Et donc c'est cette Amérique cet Américain visible qui fait à la fois peur et qu'on ne peut pas voir. Et ce plan très furtif dans Mulholland Drive, vous en faites vous en faites tout un film, vous faites un champ, voilà, le hors-champ est dans le champ, et voilà, ça m'a évoqué ça. Alors j'aime bien, c'est une bonne idée critique, cela dit. Il y aura un texte à faire, si vous avez un peu de temps ce week-end. Non, c'est pas inintéressant, vous voyez, de plonger dans une image et de l'anamorphoser pour en faire un film. Non, mais la référence me va, vous voyez ce que je veux dire. J'ai eu peur au début, les ça va, bien sûr. Après, en fait, vous dites, le côté Las Vegas ou américain, c'est vrai. Mais moi, j'ai quand même le sentiment, pour être tout à fait honnête, que ce qu'on trouve à Las Vegas, évidemment, c'est une version radicale, exponentielle de notre société. On pourrait presque dire capitaliste, de cette manière, mais on le trouve partout. Je veux dire, au moment des JO, notre cher maire de Paris dégage Léonesse à 100 bornes de Paris. À peine d'aller à Vegas, vous trouvez des choses assez folles. Tout ça pour dire, si vous voulez, que le coût en fait du monde dans lequel on vit, et on est tous comme ça, et on y participe, et on adore, c'est ça. Et il n'est pas qu'à Vegas, il est objectivement partout. Et moi, quand je vais à Vegas, j'ai pas le sentiment d'aller sur Mars. Je me dis, je vais dans notre futur. C'est pas exactement la même chose. Une dernière question. Ok, une dernière, et après, parole à Marco. Est-ce qu'au moment du montage, vous avez enlevé tout ce qui concernait la politique? Parce qu'il me semble qu'il y a juste un moment où ils parlent de Trump et ils disent que c'est un mec qui a des couilles, qui est génial et tout. Mais c'est quand même des gens qui sont victimes, en gros, du système politique en globe aux États-Unis. Oui, alors c'est une question, d'abord, un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est des gens un peu comme vous et moi qui ont des convictions, qui ont des politiques différentes. En fait, il faut bien comprendre, et nous, ça nous a presque surpris au début. On se dit, on démarre dans les tunnels. On a des gens qui sont des sans-abri. Là-dedans, il y en a qui sont sans-abri et noirs. Donc forcément démocrates. Et pas du tout. Et là, c'est un vrai... alors, son vrai... On dit, non, on est coupés, on a compris. Non. Ou alors, on se dit, c'est pas inintéressant parce que Brandy, elle est arrivée dans les tunnels sous Obama. Vous voyez ce que je veux dire, elle n'a pas attendu Trump, ça fait pas... C'est pas que depuis Trump que Brandy est comme ça fait 12 ans qu'elle y est. Donc Obama, Biden, Trump, pour ces gens-là, ils ont le sentiment que ça a strictement rien changé. Et pourquoi j'ai laissé... Ils ont peu parlé politique, ils en parlent un peu, mais en réalité, c'est pas du tout les découpes que nous on imagine. Entre d'un côté, Léonesse qui voterait démocrate, et puis au-dessus, ça voterait Trump. Et parce qu'on est noir, on n'est que noir, et qu'on pense qu'on va voter forcément à gauche, oui, c'est plus subtil que ça. Et ça m'intéressait en fait que Kane, qui est donc le homeless noir qu'on voit à un moment, que ce soit lui qui prenne en charge, je ne l'ai pas écrit, je suis pas sûr, je ne l'ai pas dit, tu sais, toi tu vas dire que tu adores Trump. Non. Et je trouvais que c'était encore une fois très contre-intuitif d'avoir cette espèce de remarque et de voir que c'est pas parce qu'on est dans les tunnels, qu'on est dans une situation précaire, etc., qu'on pense d'une certaine manière. C'est des gens qui sont des Américains et qui se partagent assez équitablement en fait entre démocrates et républicains, y compris à l'intérieur des tunnels. Après, il y a la politique, il y a parler politique pour prononcer le mot de Trump, Hillary Clinton, Kamala Harris, et puis je dirais qu'il y a la politique telle que vous pouvez la filmer et la montrer. Vous voyez, c'est pas exactement la même chose en réalité. Mais voilà, il n'y a pas eu de censure. Merci Jean-Baptiste. Merci à vous. Merci de nous avoir Merci à Julien aussi. Merci Julien. Merci d'avoir compris le Jean-Baptiste. Merci
lui avoir servi de garde du corps, d'ingé son. Merci. Merci pour ce film essentiel. Le film The Neon People sort le 22 octobre sur cet écran. The Neon People, d'après vos réactions, la puissance que j'ai ressentie, j'ai l'impression que vous partagez cette émotion. Hein. Je vois vos regards, vos hochements de tête. Donc c'est un film incroyable. Il n'y avait que Jean-Baptiste, Julien, Colin, Colline et cette équipe pour aller tourner ça, enfin, pour aller filmer ces gens que l'histoire n'aurait pas retenu sinon. C'est un film essentiel. Et c'était avant Trump 2, donc c'est encore plus essentiel actuellement. Il faut le voir, donc moi je vais garder ce film jusqu'au dernier spectateur. Bien entendu, ce film est incroyablement fragile, vous l'imaginez. Donc vraiment, incitez vos amis à venir voir ce Neon People sur grand écran, comme il doit être vu. Voilà, excellente soirée.